va enchaîner tout de suite avec l'interview du coup d'Arnaud Pasquier. Arnaud, rejoins-moi sur scène, on peut l'applaudir très très fort, qui est le responsable innovation du groupe Beaumanoir. Allez, assis-toi, avec un petit peu de musique ou pas? Ou c'est trop tôt? Oh non, là je suis... Non, mais il n'y a pas de musique, il n'y a pas de problème. Hein. Non? Bon, ok. Bon, allez, Arnaud, donc Beaumanoir, ouais, tout le monde connaît Beaumanoir ici? On est en Bretagne? Levez la main. Levez la main? Beaumanoir? Ouais. Alors, côté chiffres, donc comme on bosse vachement bien les interviews et tout, j'ai regardé, donc ça a été créé en 1985 donc par Roland Beaumanoir. Aujourd'hui, c'est plus de 2500 points de vente dans le monde. 1500 en France, à peu près 1000 du coup aussi en Chine. Donc ce sont les marques Bonobo, Bréal, Cache-Cache, Morgan. Agrégé, c'est à peu près plus de 13 000 collaborateurs au travers donc, du monde pour un chiffre d'affaires d'1,7 milliard d'euros. Tu y contribues du coup largement. Je pense qu'on peut vraiment applaudir ces chiffres-là. Beaumanoir, c'est une superbe ETI bretonne. Et c'est un sacré bonhomme, Roland. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport notamment à ces chiffres? Des chiffres importants, mais comme tu l'as dit, c'est un groupe qui s'est construit en fait en une génération. Et moi qui, quand je l'ai rejoint il y a un peu plus de 2 ans, venais d'une aventure entrepreneuriale où on était 10 personnes, je m'attendais à trouver quelque chose de totalement différent. Et finalement, cette culture entrepreneuriale, elle est vraiment restée. Et donc l'histoire du groupe en 2 mots, c'est effectivement Roland Beaumanoir, commerçant à Saint-Malo, et c'est une série d'opportunités. Ça a été d'abord le fait que c'était compliqué de trouver des surfaces en centre-ville. Alors à une époque où les zones commerciales n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, il s'est un peu expatrié vers la périphérie. Il s'est trouvé que finalement ça s'est transformé en opportunité. Puis avec quelques commerçants de la Bretagne, essayer d'optimiser un petit peu ses achats. Puis c'est devenu en fait la centrale d'achat qui est devenue Cache-Cache. Et de la même façon, toute l'expansion qui a été assez fulgurante pendant quelques années, où il y avait certaines journées où on ouvrait plusieurs magasins dans la journée, s'est faite avec des partenaires, avec des affiliés. Donc c'est une histoire de beaucoup d'hommes et de partenariats. Et le développement en Chine s'est fait vers quel moment? Alors autour de 2006, c'était un gros pari puisque pour le coup, le groupe y allait tout seul, sans s'appuyer sur un partenaire, master franchise ou ce genre de choses. Et la Chine, c'est une aventure donc un peu plus de 10 ans et qui a été, qui est toujours en bouleversement en fait, puisque en Chine il se passe beaucoup de choses. Alors les contraintes sont différentes, la culture est différente, on n'a pas les mêmes contraintes sur la donnée, etc. Donc on peut faire plein de choses très vite et les choses peuvent aussi s'arrêter très vite. Et donc on a vraiment une consommation qui se transforme très 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 vite. Et donc on a connu pendant quelques années une croissance énorme, puis des baisses de trafic qui sont à peu près à l'image de celles qu'on connaît en Europe, mais beaucoup plus fortes, puis un regain, etc. Donc c'est une entreprise un peu bicéphale. Qui est l'un apprend de l'autre, même si la gestion est assez indépendante entre la Chine et l'Europe. Et donc tu as une casquette donc, de responsable innovation de ce joli groupe. Comment s'est opérée au final cette transformation? Comment le digital est arrivé chez Beaumanoir comme ça? Quelles ont été les différentes étapes? Alors le digital a été d'abord un pari à l'époque où il n'était pas complètement répandu, et notamment dans cette démarche qui a été celle du groupe de se construire sur des partenariats, beaucoup sur des partenaires affiliés, et c'est ça qui a permis de couvrir rapidement, en quelques années, l'entièreté du territoire français. Et une des premières réflexions a été comment est-ce qu'on doit être outillé si on veut continuer à pouvoir soutenir cette croissance en termes d'ouverture de magasins, etc. Donc la digitalisation, elle est entrée par là. Puis en termes de process, avec la question d'intégrer la logistique, avec la question de créer et de faire en sorte que tous nos produits soient étiquetés en RFID, de façon à ce qu'on passe à une réception de colis magasin de une dizaine de minutes à 2 minutes le matin. Donc ça a été la digitalisation. La première phase, en fait, ça a été de l'utiliser comme une binette
pour rattraper le client, en quelque sorte, c'est-à-dire aller partout où le client était. Donc d'abord géographiquement, avec une digitalisation des process plutôt, on va dire, opérationnels, physiques, logistiques, etc. Et puis ensuite, bien sûr, d'ouvrir des sites web, une présence sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, c'était plus aller sur le digital, mais en tant que lieu de vie du client. Donc ça, c'était une première phase de digitalisation qui n'est pas terminée, puisque le client bouge toujours, mais qui est plutôt une digitalisation, on va dire, en tant que moyen. Et là où c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est présent sur les canaux où se trouve le client, mais ce client il est un peu fuyant et c'est plus difficile de le comprendre. Donc la digitalisation, pardon, elle se porte plutôt sur des nouvelles manières de mieux le comprendre, avec, et c'est notamment sur ce type de sujet qu'on travaille avec pas mal de startups qui arrivent de façon très précise sur une, deux métriques à améliorer notre connaissance. Et puis, ça nécessite de transformer son architecture, notamment technique, pour qu'on puisse creuser, exploiter de la donnée. Typiquement, et je pense que c'est le cas de bien d'autres entreprises, mais on a des sources de données qui sont vraiment multiples. On a les données transactionnelles des caisses, les données de navigation Internet, des données externes de la météo, etc. Et ça fait beaucoup de données, et les systèmes informatiques qui ont été mis en place il y a 10, 15, 20 ans n'étaient pas forcément calibrés pour qu'on puisse travailler cette donnée de façon unifiée. Donc ça a été un gros chantier. Ouais, quand tu parles de connaissance client, justement, l'année dernière, on avait la start-up Advalo qui travaillait du coup avec Salin Holidays. Jean-Christophe Planck du coup avait mis ça en œuvre vraiment pour bien connaître ses clients. Ça a été hyper efficace, mais si je dis pas de bêtises, Advalo est aussi utilisé chez vous. C'est la deuxième ETI effectivement qui l'utilise. Ça a été de travailler avec une jeune start-up comme ça a été la révolution chez vous ou... Alors ça a été une révolution progressive, on va dire. Ça a été vraiment intéressant parce que, encore une fois, ça permet de capter d'avoir un nouveau prisme en fait sur des données comportementales, clients, etc. Et donc de pousser de plus en plus de la personnalisation dans les sollicitations clients qu'on fait, par exemple, et d'avoir une segmentation qui est plus pertinente et qui va nous permettre à la fois de les activer, ces clients, de façon digitale, mais aussi de recouper avec ce qu'on analyse en physique, puisque le physique, notre réseau de magasins représente encore à peu près 90% encore et toujours, et ça continuera, et c'est ce qu'on souhaite, une très, très très forte majorité de notre activité. Ouais, donc c'est aussi avoir de la donnée plus fine captée par le digital, c'est aussi mieux comprendre le physique en fait. Ouais. Donc vous collaborez avec des startups, mais il y a quelques années aussi, vous avez tenté de surfer sur cette vague aussi d'incubateurs pour essayer de transformer le groupe en profondeur. Donc vous aviez, je parle au passé, créé du coup Silicon Bay. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience? Parce qu'il y a pas mal de TI aujourd'hui qui ont cette réflexion-là, et je pense que vous êtes l'un des premiers groupes à avoir un peu essuyé les plâtres de ce type de dispositif. Oui, effectivement, on l'a lancé assez tôt. En fait, la question de l'incubateur, enfin, ça revient un peu à la question de l'innovation et qu'est-ce que c'est et pourquoi on le fait. Et c'est en lien avec ta question précédente sur la digitalisation. L'un des changements les plus majeurs de la digitalisation, c'est le fait que pour toutes les entreprises qu'on est, en fait, le temps s'accélère. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de solutions sur le marché, concurrentes. La concurrence fait qu'elles se développent plus vite, qu'elles arrivent à maturité plus vite. Il y a toujours plus de facteurs à maîtriser pour prendre en compte des décisions. Et donc, l'innovation, c'est quoi? C'est de se dire, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, on essaie de créer une cellule à part, qui n'est pas dans les pattes du cœur business et qui n'empêche pas d'avancer les projets et qui permet d'explorer des choses. Donc effectivement, la première approche, ça a été de se dire, repérons des boîtes qui peuvent avoir un intérêt pour nous, plutôt qu'elles le fassent toutes seules, faisons-le avec elles. C'est une expérience qui a été positive dans la mesure où ça permet, et c'est encore beaucoup une histoire d'hommes, aux équipes internes du groupe de transformer progressivement leur mode de travail. C'est-à-dire que en se confrontant avec 4 bonhommes qui arrivent et qui n'ont pas du tout la même culture de travail, on arrive progressivement à transformer les équipes. Donc ça a été positif. Par contre, ce qui est moins évident, c'est la relation d'incuber
et aussi donc a fortiori de clients, puisqu'on est souvent le périmètre de test de ces entreprises, parce qu'en fait pour un groupe c'est aussi assez engageant. Quand on incube une boîte, moi j'ai un ancien entrepreneur, je connais ça aussi, et moi je me sens parfois un peu mal quand je discute avec certaines startups, et effectivement je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais je préfère pas leur promettre parce que je sais que par rapport à tout notre périmètre de projet, etc., ce ne sera pas efficace. Et donc Silicon Bay s'est très bien passé dans des périodes où on avait un peu d'air. Quand le contexte économique était un peu plus tendu, les équipes aussi, les équipes techniques, etc. Donc c'est principalement une question de dire quel pipeline on dédie à ces sujets d'innovation, d'incubation de start-up, etc. Est-ce qu'on dédie vraiment des ressources, qu'on sait que ça avance, et qu'on n'y touche pas, et que quoi qu'il arrive, ça se passe bien? Si c'est le cas, en général, tout roule. Et malheureusement, le contexte économique et les autres sujets peuvent parfois... Donc on n'est pas sur un... Enfin, je ne considère pas que c'est un échec, puisqu'on a un peu transformé cette vision-là, en disant continuons à bosser avec des startups, mais de façon moins engageante en termes de temps, etc. Et donc on continue à bosser avec un bon nombre de startups chaque année. Moi je joue le rôle un petit peu de plateforme entre ces startups et puis les métiers, mais de façon plus ouverte, on va dire. Ouais. Et justement, j'allais aborder les nouveaux projets, et puis je vois l'une des questions qui peut peut-être rejoindre des histoires de blockchain, je ne sais pas où vous en êtes là-dessus, mais quelle innovation pour la traçabilité du textile? Bon, après, c'est un tout petit peu piquant, zone de provenance, travail des enfants, là-dessus. Alors, ça, c'est une vraie question. Sur tout ce qui est éco-responsabilité, c'est un sujet qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que des acteurs peuvent se permettre d'avoir un message très clair par rapport à ça, notamment des marques premium, qui naturellement vont s'adresser à une clientèle qui va être sensible et qui vont pouvoir aussi économiquement se permettre de prendre certains engagements. Une marque comme Bonobo, qui existe déjà depuis bon nombre d'années, a toujours fait en sorte sur le mass market, puisque c'est bien ça le sujet, c'est que c'est plus compliqué d'assurer ça sur du mass market, a toujours fait en sorte d'être au devant sur tout ce qui est utilisation des cotons bio, création de lignes à partir de vêtements recyclés et de fibres recréées. Ce qui est compliqué, c'est que, comme les startups le savent bien, c'est difficile de forcer un usage sur le marché. Et aujourd'hui, les clients du mass market, quand on leur présente une gamme avec, par exemple, ce qu'a fait Bonobo il n'y a pas longtemps, une espèce de compteur derrière, de jauge d'éco-responsabilité pour dire ce produit il est très bon, celui-ci on assume, il l'est moins, on vous le dit. Le client n'est pas toujours sensible, pour deux raisons. Il n'a pas toujours les moyens de mettre 5-10 euros de plus pour avoir plus d'éco-responsabilité. Et puis parce que on est quand même sur un environnement mode et que la décision de l'achat est plus portée sur le prix, le style et ensuite l'éco-responsabilité. Donc c'est pas évident. On a essayé des choses et grosso modo on s'est rendu compte, on en essaye toujours, que ça parle à une partie mais que c'est pas facile d'embarquer quand on est comme nous, un groupe qui est basé sur la proximité, la ruralité, couvrir l'ensemble du territoire, donc d'avoir une population qui est finalement d'une typologie très large, c'est pas facile d'embarquer tout le monde. Donc il y a des solutions par contre. Et les prochains grands projets du coup au niveau de l'innovation, vous en avez dans les cartons à sortir? On en a dans les cartons, on a notamment un sujet en lien avec ça. Donc pour répondre de façon très précise à cette question-là, le problème c'est que ces actions on les mène en fait. On les mène, mais auditer un parc de fournisseurs, on a réduit d'un facteur 5 notre parc de fournisseurs sur les 10 dernières années. Donc c'est vrai, on est dans cette optique de rationaliser, mieux contrôler, savoir d'où ça vient. Le problème, c'est que tout ça, c'est pas visible du client. Et avant que ça le soit, il y a encore du chemin à parcourir. Donc effectivement, on a un certain nombre de projets dont le but est d'arriver pour un client lambda à avoir quelque chose qui lui parle en tant que consommateur, c'est-à-dire je suis un client, je consomme, j'ai des anciens vêtements, je vais en magasin, on me propose quelque chose. On propose quelque chose et aujourd'hui il y a des solutions. Simplement, on a des centaines de milliers de tonnes qui sont mises sur le marché chaque année. En face de ça, ce qu'on constate, c'est que l'industrie au global n'en récupère et n'en réutilise qu'un gros tiers. C'est-à-dire qu'il y a deux tiers qui se perdent dans la nature.
Donc nous, en tant que retailer, l'un de nos premiers engagements, c'est en parallèle de mener des actions sur l'amont, c'est aussi de faire en sorte d'augmenter la part des vêtements en circulation qu'on reprend, qu'on réutilise et à laquelle on donne une seconde vie. Effectivement, quand je vois la question, quelle est votre vision du retail à 10 ans? Est-ce que les propos que tu tiens, c'est vrai que donc la question de la seconde main, vous êtes en plein dedans. Oui, c'est ça. En fait, tout à l'heure, je disais la digitalisation fait que le temps s'accélère. À 10 ans, peut-être qu'en gros, le temps va se rallonger. C'est-à-dire qu'effectivement, les modes de consommation tendent plutôt vers ça. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le retail, le textile, en tout cas comme on l'a connu sur le mass market, il est plutôt en train de se resserrer progressivement, chaque année de quelques pourcents, en termes de fréquentation. Et comment rester dans une démarche positive de ne pas dire il ne faut plus consommer, ça n'a pas de sens non plus. C'est comment faire en sorte que pour le client, l'acte de consommation soit écologiquement positif, et aussi positif en tant que consommateur. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire en sorte que j'ai acheté tant de vêtements dans les dernières années, je vais pouvoir les transformer en un nouveau vêtement. D'être dans cette logique d'économie plutôt circulaire que d'être toujours dans une économie de push qui a été celle du retail depuis une quinzaine d'années. Ouais. Je vois qu'il y a plein de questions hyper intéressantes. L'horloge tourne aussi. Arnaud, je te propose du coup qu'on aille faire une petite crêpe ensemble et ceux effectivement qui veulent poser toutes ces bonnes questions autour du retail, toute la quête de sens qu'il y a autour aussi par rapport à Beaumanoir. Je pense qu'on peut applaudir très fort Arnaud et retrouver du coup autour d'une crêpe. Et je passe la parole du coup à Ronan.